Et pour cette édition, nous sommes avec une partie de l'équipe, Alexandre de Galzin, Richard de 16, Franck à la technique, et nous recevons notre invitée spéciale du jour, Charlotte Dornelas. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir et d'ailleurs, on peut le rappeler, vous êtes passé par Radio Courtoisie il y a bien longtemps. Absolument. On est très content que vous reveniez. À plusieurs reprises, en plus, j'ai récidivé. Il paraît que ça peut être un crime. Donc merci d'être avec nous. Vous a invité parce que récemment, il y a des sujets qui intéressent particulièrement nos auditeurs sur Radio Courtoisie, évidemment, la fin de vie, et puis donc plus récemment, les sujets autour de cette christianophobie dont on parle peu par ailleurs, et vous vous êtes engagé particulièrement sur ces deux sujets. On va en parler et pour cela, je vous propose de commencer par écouter le témoignage de Louis Bouffard, si Franck donc veut bien nous passer le témoignage de Louis Bouffard qui a particulièrement ému les gens qui l'ont écouté hier. Ce texte me crée une profonde violence. En fait, il ne faut pas oublier que la loi, elle a un message collectif. Et le message qu'elle envoie aux personnes fragiles, handicapées, malades, c'est dire « vous coûtez trop ». Vous êtes trop dépendant, vous êtes trop seul et il faudrait peut-être partir. C'est une loi en fait qui vise à nous peser. C'est une pression sociale à être éliminé, à être mis au banc de la société. Et moi qui vis la dégradation dans mon corps, je veux dire que malgré la fragilité que je vis, eh bien je veux vivre. Je veux vivre et en fait cette loi, elle a un cadre extrêmement flou. C'est-à-dire qu'elle me rend aujourd'hui éligible avec la qualification de la phase avancée. Oui, moi je suis, avec ma maladie, la myopathie du chêne, dans un stade avancé. Et donc je rentre dans le critère de la loi, dans les critères, et c'est pour moi une profonde violence. Parce qu'en fait, ça nous invitera tous à nous poser la question, est-ce que je ne suis pas de trop ? Et vous ne pouvez pas comprendre, mais pour ceux qui sont vraiment dans la fragilité, dans la vulnérabilité, c'est une violence absolue. Un témoignage qui a particulièrement ému et marqué parce que c'est l'un des premiers, on l'a souvent dit à notre antenne. Aujourd'hui, dans la presse, on entend beaucoup de personnes handicapées, de personnes qui souffrent, qui expliquent qu'elles attendent avec impatience cette loi sur la fin de vie. On entend beaucoup moins ceux qui souffrent, mais qui veulent continuer à vivre. Il y a une sorte d'omerta sur le sujet. On imagine que vous la constatez vous aussi, Charlotte Dornelas. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est vrai que non seulement on les entend moins, mais ils sont plus nombreux de la vie à la fois des malades eux-mêmes qui arrivent à percer en effet ou à passer la porte des studios de radio ou de télévision, mais surtout du témoignage des soignants, et des soignants particulièrement en fin de vie, parce que vous savez, il y a aussi une manipulation qui consiste à donner la parole aux soignants de manière générale. Évidemment, un podologue est absolument indispensable dans la vie de beaucoup de patients, mais n'est pas extrêmement concerné demain par l'injection létale qu'on demandera à certains soignants. Donc les soignants et les médecins en particulier qui sont en fin de vie, c'est-à-dire qui travaillent notamment dans les soins palliatifs, sont quasi unanimes pour rejeter le fait de poser cet acte-là. Ça devrait quand même nous interroger un peu plus que ça aujourd'hui. Et surtout, ils expliquent quelle est la réalité de cette demande chez leurs patients. Elle existe notamment au moment d'apprendre la maladie. Quand on apprend qu'on a une maladie de cet ordre-là, qu'elle soit dégénérative ou toutes les maladies dont on entend beaucoup parler, la maladie de Charcot qui prend une place importante tant elle est ignoble. Et au moment où on apprend ça, on ne peut pas imaginer. Et Louis, que l'on vient d'écouter et qui était en effet, dont le témoignage est extrêmement poignant, disait « Moi-même, je me suis fait une montagne de toutes les étapes de cette maladie ». Lui, il a été malade enfant, c'est une maladie de naissance qui s'est déclarée à 2 ans et demi. À 10 ans, il a perdu ses jambes. À 13 ans, il a perdu l'usage de ses mains. Et il disait, à chaque fois qu'il y avait une étape qui était passée, je m'en faisais une montagne. C'est son expression. Je m'en faisais une montagne et finalement, on apprend à vivre avec et l'instinct de vie, la volonté de vivre demeure intacte. Elle s'adapte. C'est elle qui s'adapte. Et il disait, ne cherchez pas à le comprendre, vous ne pouvez pas le comprendre. Il y a beaucoup de malades qui disent ça. Simplement, en effet, il faut accepter d'aller les écouter. Et accepter surtout, et je pense que c'est le plus difficile, et ça explique en partie l'omerta, accepter de voir ce sujet à travers leurs yeux.
C'est-à-dire pas comme nous, de loin, avec une maladie qui n'est simplement qu'une menace potentielle qui nous fait extrêmement peur, et c'est légitime, hein, je ne suis pas en train d'expliquer que c'est quand même très simple de vivre avec la maladie, certainement pas. Simplement de voir que ceux qui y sont confrontés ne réagissent pas de la manière dont nous l'imaginons. C'est quand même deux choses assez différentes. Je pense que ça n'est pas du tout pris en compte, que ces gens-là, en effet, ne sont pas écoutés. Et ensuite, je posais justement la question à Louis hier, et il me disait, je lui disais, qu'est-ce qui vous a poussé à venir parler ? Et il m'a dit, c'est extrêmement difficile parce que, je m'expose dans un débat qui est beaucoup plus clivant que ce que mon témoignage voudrait être. Je voudrais simplement expliquer pourquoi j'ai envie de vivre, et j'ai peur des conséquences de ce témoignage. Moi, ça m'a brisé le cœur d'entendre ça, franchement. Et en effet, il y a un combat qui est beaucoup plus idéologique qu'adapté à une véritable demande. Il y a, c'est vrai, des gens qui veulent mourir, de la même manière qu'il y a, c'est vrai, des gens qui se suicident en France. Jusqu'à maintenant, on pensait que collectivement, la meilleure réponse à apporter à des gens qui veulent mourir, c'était de leur donner des raisons de vivre. On est en train de basculer en choisissant une autre réponse. Et à ceux qui répondent à ça, que c'est pas pareil, que c'est des gens qui sont dans une situation de maladie, je leur dis, c'est vous qui discriminez entre une personne apparemment en bonne santé et une personne qui est objectivement malade. Pourquoi apparemment ? Parce qu'une personne qui se suicide, il y a forcément une raison de vouloir mourir. Or, qui est souvent, en effet, on s'imagine le jeune qui est sur le pont, qui ne trouve plus de raison de vivre, et on se dit, finalement, il a toutes les raisons d'être heureux. Mais c'est donc bien nous qui voyons la maladie comme une raison de mourir. Et là, on arrive au témoignage de Louis, qui nous dit, vous n'imaginez pas la violence de ce discours pour quelqu'un qui, en effet, est atteint dans son corps et voit son corps se dégrader de jour en jour. Et là encore, je pense que ce témoignage devrait être écouté par tous les gens qui participent au débat. Je ne vais pas faire de leçons de morale aux uns et aux autres. Je sais que dans ce genre de débat, tout le monde recherche le bien. Certains se trompent, c'est une évidence, puisque nous ne sommes pas d'accord et que la vérité est une, hein, même s'ils ont du mal à le savoir. Il y a des gens qui se trompent dans ce débat. Je sais qu'il y a beaucoup de bonne volonté de tous les côtés. Simplement, il serait bon que certains écoutent, en effet, la violence que représente ce débat pour des gens qui sont atteints. Je reprends l'exemple de la maladie de Charcot. Il y a beaucoup de malades qui écoutent la télévision et qui entendent du matin au soir cette maladie prise en exemple pour justifier la loi. Alors celui qui ne veut pas mourir, il en pense quoi ? Il se dit quoi quand il nous voit tous disserter sur le fait qu'on ne peut quand même pas laisser ces gens-là vivre plus longtemps ? C'est en effet d'une violence ahurissante, et je remercie là en l'occurrence Christine et ceux qui précédemment ont invité Louis ou d'autres malades, parce que Christine Kelly, parce qu'en effet ils sont trop rares et leur parole est pourtant précieuse. Vous parlez, Charles Andreas, des gens justement qui, de bonne foi d'ailleurs, sans doute défendent la question de l'euthanasie. On a quand même l'impression que, contrairement aux autres débats sociétaux qu'on a pu avoir par le passé, c'est un débat qui reste très parisien, dans les deux camps d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'un côté, les médias progressistes, au sens très large du terme, vont en fait aller défendre ce projet. Les médias conservateurs vont défendre l'inverse. Au niveau politique, c'est la même chose. Mais contrairement à des réformes sociétales d'ampleur comme par exemple le mariage pour tous, évidemment, il y a maintenant 12 ou 13 ans, on ne voit pas du tout de mobilisation particulière des Français là-dessus. Quand on leur demande leur avis, ils répondent qu'ils sont favorables à l'idée de l'euthanasie, mais il y a quelque chose qui est un peu particulier là-dedans, qui est que tout reste à Paris, et on a l'impression qu'en fait on est en train de décider de quelque chose à l'Assemblée nationale qui aura des conséquences très forte, même philosophique en fait d'une certaine façon sur la France, mais que ce débat est quelque part accaparé. Comment vous expliquez le fait que ça sorte pas quelque part dans les débats du quotidien, que ce soit pas quelque part on n'a pas l'impression que c'est une préoccupation majeure des Français d'une certaine façon? Je pense qu'il y a plusieurs réponses, on va dire, à votre question. La première, vous preniez l'exemple de la mobilisation contre le mariage pour tous. Je pense que entre-temps, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais en fait si, enfin je pense, dans le rapport à la mobilisation. Entre-temps, on a eu la mobilisation par exemple des Gilets jaunes. Alors, en effet, les sujets n'ont rien à voir. Simplement, il y a eu des mobilisations d'ampleur régulièrement en France qui n'ont eu absolument aucune conséquence, notamment dans l'écoute qu'ont eu ces personnes-là. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux, les personnes n'étant pas forcément les mêmes et ne partageant pas forcément les combats. Simplement, à chaque fois, vous savez, ça finit par lasser, en fait, de se dire qu'en effet, il y a des débats qui se passent très loin de nous. Finalement, on peut dire tout ce qu'on veut, on n'est pas vraiment écouté. Et je pense qu'il y a une forme de lassitude dans le fait de participer tout simplement à la vie publique en France, de manière générale. Et c'est pour ça que j'ai pris deux exemples différents. On le voit dans beaucoup de débats, finalement. Il y a une forme de fatalisme où on se dit, de toute façon, on peut bien parler, ça ne changera rien.
on peut bien exprimer un désaccord, ça ne changera rien. Peut-être qu'évidemment, le péché originel étant le référendum de 2005, où on a bien compris que même quand on allait se déplacer, même quand on allait voter, même quand on allait s'y opposer de manière absolument officielle, ça ne changeait pas grand-chose à ce qui était mis en place derrière. Ça, c'est la première chose, peut-être pour le manque d'énergie, on va dire, dans le débat. Maintenant, sur le fait que le débat soit parisien, malheureusement, ça aussi, c'est vrai pour beaucoup de sujets, il est apparemment parisien. Mais contrairement à beaucoup d'autres sujets, s'il y a bien un sujet qui nous concerne tous, c'est la fin de vie, puisque je ne vais pas révéler un scoop aujourd'hui. Nous serons tous un jour concernés par la fin de la vie, je l'espère la plus apaisée possible pour la plupart des gens qui nous écoutent. Mais cette question, évidemment, se pose à nous tous. Il y a une dimension de ce débat qui n'a pas été parisienne, c'est justement l'inquiétude des soignants, qui, elle, s'est exprimée absolument partout sur le territoire, donc les personnes concernées qui le sont par définition partout en France. Alors évidemment, la question des soins palliatifs, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ne concerne malheureusement pas tous les départements. Donc il y a peut-être des départements en effet qui ont été moins présents par la force des choses parce que les malades ils sont beaucoup plus abandonnés qu'ailleurs, notamment en fin de vie. Mais la participation des soignants concernés à ce débat, elle n'a pas été spécialement parisienne. De la même manière qu'aujourd'hui, on a des députés qui sont en train de se battre autour de ce texte et de se battre, alors là je le dis vraiment sans ironie aucune, avec plutôt une bonne tenue. Il manque beaucoup de députés, mais il y a eu des débats vraiment intéressants, il y a eu des députés extrêmement courageux sur ce texte. Assez étonnamment, c'était pas forcément un clivage vraiment politique. Bien sûr, il y a plutôt la gauche qui est favorable au texte et plutôt la droite qui est opposée. Mais le clivage a traversé certains partis, notamment grâce à des députés qui sont eux-mêmes médecins et qui sont quand même très gênés par le principe même du texte. Parce qu'on disserte beaucoup, là encore, on disserte beaucoup dans le débat sur les dérives. C'est essentiel de les pointer et de les voir venir parce qu'elles sont absolument évidentes. C'est essentiel de voir ce qui s'est passé à l'étranger. Mais soyons un petit peu courageux et arrêtons-nous sur le principe que nous sommes en train de voter. Parce qu'au-delà des dérives potentielles, on se donne à nouveau, puisque c'est un débat qui a déjà existé il y a de longues années sur l'avortement, on se donne à nouveau le droit de tuer. Ça n'est pas rien. Et quand je vois l'hémicycle à moitié vide pour disserter sur tel ou tel amendement, je suis un peu... je me dis, on n'est pas très sérieux, en fait. On n'est vraiment pas très sérieux d'imaginer se donner un droit pareil sans que, en effet, le pays entier soit mobilisé. Et ensuite, la dernière chose, vous me disiez pourquoi ce débat reste parisien et que les gens ne se sentent pas vraiment concernés. Il y a une gêne aussi autour de ce texte. Il y a une gêne, comme sur beaucoup de ces sujets-là, parce qu'on est un peu dans une zone grise, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a la question de la souffrance, et que la question de la souffrance, elle est déjà scandaleuse tout court, et elle l'est encore plus dans un pays, j'allais dire sécularisé, mais c'est plus que ça, c'est déspiritualisé, je ne sais pas comment on dit, pardonnez-moi ce néologisme, mais simplement dans un pays qui ne repose, dans tout son rapport au collectif, qui ne repose plus que sur l'examen de droits individuels. Alors, quand à chaque fois qu'on vous propose une loi, on vous dit mais ça va rien vous retirer à vous, faut pas s'étonner au bout de quelques années que les gens ne se sentent pas très concernés finalement quand on le pose. Mais Louis, encore une fois, je reviens au témoignage de Louis. Louis hier disait on a oublié que la loi a une dimension collective. Et bien sûr, on n'est pas en train de disserter et j'ai l'impression que beaucoup l'ont oublié sur la pénalisation ou la dépénalisation du suicide. C'est pas ça dont nous sommes en train de parler. On n'est pas en train de se poser la question de savoir est-ce que les gens ont le droit ou non de vouloir et d'acter leur mort. Simplement, on est en train de se poser la question, au moment où quelqu'un veut se suicider, est-ce que la société donne à la personne les moyens de se suicider ? C'est quand même deux questions différentes. Et je note que quand on se pose la question du suicide, il y a un principe dans la loi qui s'appelle la prévention du suicide. Nous sommes tous obligés de prévenir le suicide. Et sinon, nous pouvons être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Et là, on nous impose exactement l'inverse. Sous le prisme du choix individuel, toujours. Sous le prisme du choix individuel, en nous expliquant que ça ne nous retire rien. Moi, excusez-moi, mais vivre dans un pays où on me demande, en tant que membre de la société, d'accepter, d'acquiescer au moment où quelqu'un demande le suicide, si ça me retire quelque chose. Ça me retire un principe dans le pays dans lequel je vis, et un principe qui relève évidemment du collectif.
évidemment que la loi parle pour nous tous. Donc moi, je veux signifier, alors évidemment, je n'ai pas le pouvoir, moi, de bloquer la loi, j'ai simplement le pouvoir de dire que cette loi ne pourra pas se faire en mon nom. Et peut-être qu'elle passera demain, j'espère de tout mon cœur, je crois au miracle, comme dirait l'autre, donc j'espère encore qu'il puisse y avoir un sursaut ou je sais pas, que les gens réalisent en fait l'acte qui pourrait être posé demain. Simplement, en tout cas, moi, j'exprime mon désaccord profond parce que c'est mon droit. Je l'exprime à mon tour, mais c'est surtout, je crois, notre devoir à tous de nous exprimer quand une loi passe. Non, ça ne concerne pas l'un et pas l'autre, certainement pas. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, et l'individualisme étant peut-être également, et je reboucle ma réponse un peu longue, l'individualisme étant probablement aussi la raison du désengagement au service du bien commun, le bien commun qui n'a plus vraiment de raison d'être si tout se résume à une addition de droits individuels qui concerne l'un s'il veut et pas l'autre s'il ne veut pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le débat, dans cette assemblée vide, c'est le député LFI qui explique que Philippe Juvin doit se taire parce que le fait qu'un député parle dans les médias est une espèce de violence faite à la démocratie. Donc toujours ce côté remarquable de la démocratie selon les députés insoumis. Donc j'étais très surpris. La démocratie, c'est quand eux parlent. C'est une définition, je pense, qui nous aide à comprendre comment ils le... Et il y avait aussi quelque chose de fascinant dans la maladie de Charcot. D'une part, petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous rappelez ce documentaire sur les enfants atteints de cancer, et donc un documentaire magnifique où on était dans un hôpital, les cancéreux avaient entre 2 et 8 ans, et ils étaient pétants de joie, on était tous en train de pleurer devant l'écran, et eux n'avaient pas l'air du tout de saisir à quel point c'était atroce, ils voulaient juste vivre, et donc... Le système médiatique avait produit un documentaire parfaitement joyeux sur des gens dans une situation absolument intolérable, à nos yeux de validistes, pour parler comme un gauchiste, mais je pense qu'ils ont raison en l'occurrence. Et là, évidemment, les médias ne produisent pas ce genre de fiction, ne produisent pas ce genre de documentaire. Au contraire, on a eu droit à une mère qui tue sa fille par amour, et d'ailleurs, il y a eu un véritable procès, puisque c'était une véritable affaire criminelle, et donc il y a eu droit à une vraie fiction sur cette véritable affaire, où on nous présente ça comme quelque chose de positif. Donc, c'est toujours stupéfiant de voir que on prétend que le débat est éclairé alors que le débat est biaisé par les médias. Il est biaisé et il n'est pas intelligent au sens strict. Je m'explique en reprenant votre exemple. Je sais très bien ce qu'il vous répondrait. Il vous répondrait bien sûr qu'il y a des gens qui ont envie de vivre et d'ailleurs cette loi ne leur retirera pas le droit de vivre, mais d'autres ont envie de mourir. C'est évidemment la réponse qui est faite à chaque fois. On revient sur la question du droit individuel, sans comprendre évidemment qu'à partir du moment où toutes ces personnes sont toutes éligibles à l'euthanasie, la question se posera nécessairement, et Louis a encore exprimé cette inquiétude en disant à partir du moment où je suis éligible, je ne peux pas ne pas me poser la question, en fait, de me dire mais pourquoi moi est-ce que c'est légitime que je continue à vivre? Ça, c'est la première chose. Mais il vous répondrait, en effet, certains ont envie de mourir. Et là, quand je dis le débat n'est pas intelligent, c'est qu'il y a une insulte à l'intelligence à s'arrêter là. Si deux personnes confrontées à la même maladie, dans la même situation, si l'une a envie de vivre et que l'autre a envie de mourir, c'est bien que la question se pose de manière élémentaire à nous, comme pour le suicide jusqu'à maintenant. À savoir, si dans une situation similaire, certains ont envie de vivre, alors cherchons les raisons pour lesquelles eux ont encore un instinct de vie. Qu'est-ce qui fait qu'eux ont envie de vivre? Et alors, trouvons dans la vie de ces personnes-là de quoi nourrir l'instinct de vie jusqu'au bout des personnes qui, elles, ont envie de mourir et trouvent que c'est absolument ignoble de continuer à vivre. Et en général, justement, les malades qui se sont exprimés jusqu'à maintenant et qui ne veulent pas, qui sont opposés à cette loi, malgré la souffrance qu'ils vivent dans leur chair et dans leur esprit parfois, c'est qu'ils vous disent le secret, c'est le lien. Le secret, c'est l'amour, en fait. Le secret, c'est l'entourage. Le secret, c'est la présence. Et le drame, c'est la solitude devant la mort. Donc, c'est la peur de souffrir, mais de souffrir aussi par solitude, par abandon, finalement. Et ça, là aussi, ça devrait nous inquiéter. Parce que si le sujet, c'est l'abandon, et que nous n'arrivons pas aujourd'hui, sur la question des soins palliatifs, mais sur la question beaucoup plus largement de la famille, du lien social tout simplement, du lien amical même, on constate une société de plus en plus fracturés en individus qui n'ont plus ces liens-là, dans la vie en général et évidemment dans la fin de vie aussi. Vous ne trouvez pas des amis subitement parce que vous êtes atteint d'une maladie atroce, évidemment. Et cette question-là se pose jusqu'à la fin de vie, mais elle nous concerne de manière beaucoup plus large. Et si on constate que certains veulent continuer à vivre parce qu'ils sont correctement entourés et qu'on dit ceux qui ne sont pas correctement entourés, on va leur proposer l'euthanasie,
alors là, je suis désolée, mais le ressort, il est profondément inhumain. Mais justement, est-ce que c'est pas pour ça que dans les sondages qui sont faits, les Français sont majoritairement, d'ailleurs très largement, majoritairement favorables à l'euthanasie, parce qu'en fait, eux-mêmes ne voient pas la mort. Il y a eu la question évidemment de l'abandon des grands-parents dans les EHPAD, Bien où sûr. en fait ces gens-là ne vivent que avec des vieux comme eux quelque part, malgré tous les efforts qui sont faits par le personnel soignant. Mais est-ce que justement le Français moyen se dit pas, ah oui, mais en fait ma destinée au-delà de la souffrance, ce serait de finir seul dans une EHPAD et sans savoir vraiment, sans voir en fait qu'est-ce qu'une personne qui souffre, qu'est-ce qu'une personne âgée, qu'est-ce qu'une personne en train de mourir. En fait, c'est quelque chose qu'on voit plus tellement en fait dans notre quotidien, alors que peut-être qu'il y a quelques générations, en fait, on voyait la grand-mère s'éteindre petit à petit, effectivement souffrir, on s'occupait d'elle, mais au moins on voyait ce que c'était aussi de mourir, même lentement. Absolument. Et on savait aussi ce que c'était. Et alors, il y a beaucoup de gens qui le savent aussi aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que l'on vit, mais que l'on vit de moins en moins par l'hospitalisation aussi dans les derniers moments de la vie. Et par la disparition, les morts ne sont plus veillés à domicile. Enfin, c'est beaucoup de choses, en effet, au moment de la mort, où on l'appréhende moins. Mais tous ceux qui ont vécu les derniers moments avant la mort savent que c'est des moments auxquels ils n'auraient renoncé pour rien au monde. Et ça, et Louis, alors décidément, c'est le héros du jour, mais Louis a raconté hier également que non seulement lui est concerné éventuellement par cette loi, mais qu'il a accompagné sa mère en fin de vie il y a quelques années. Et que le simple fait, elle était dans le coma, sa maman, pendant une semaine, et le simple fait de poser sa main sur celle de sa mère, c'est un geste qu'il n'aurait voulu, auquel il aurait voulu renoncer pour rien au monde. Et je pense qu'il y avait dans ce témoignage-là, alors c'est quelque chose d'un peu nébuleux, c'est difficile de convaincre les gens là-dessus, mais n'importe qui a vécu les derniers moments avant la mort, sait que ce sont des moments, peut-être qu'on a du mal à l'expliquer, mais ce sont des moments importants, notamment dans le processus de deuil. Ça aussi, c'est peut-être un sujet qui devrait être exploré. Moi, c'est pas mon métier d'analyser les derniers moments. Je suis pas experte dans le domaine de la psychologie et de ce moment-là, ce qu'il apporte exactement. Mais je pense qu'il y a un sujet aussi là qui n'est pas exploré. Et comme je viens de l'explorer, j'ai oublié votre question. Nico, pardon. Le fait qu'on n'était plus confronté à la mort et à la souffrance. Et en fait, je pense que le non-dit, on va dire, de cette loi, c'est qu'on a l'impression de disserter sur la mort. Or, le sujet, c'est la souffrance. C'est notre rapport à la souffrance et notre peur panique de la souffrance parce que nous ne sommes pas capables, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'accepter qu'elle existe en fait. Il y a aussi un processus, la modernité dans une certaine mesure est vraiment une révolte spirituelle au fond. Donc on veut maîtriser la vie, on veut maîtriser la mort, on veut maîtriser son sexe désormais, on veut maîtriser absolument tous les paramètres qui dans l'humanité entière, alors au fil des siècles qui nous ont précédés, mais encore aujourd'hui à peu près sur toute la planète, sauf nous, il y a des choses qui nous sont données. L'homme moderne refuse que quoi que ce soit lui soit donné, donc lui soit imposé dans une certaine mesure. Or la souffrance, ça c'est sûr, personne ne la cherche. Enfin, oui, ou alors des gens qui sont malades, là vraiment. Personne ne la cherche, et même quand on la trouve, parfois on a cherché le bien et on est tombé sur autre chose que le bien parce qu'on s'était trompé. Simplement, cette souffrance, elle est scandaleuse. On le sait depuis longtemps qu'elle est scandaleuse. Mais avant, on trouvait des moyens de se dire on va la dépasser pour autre chose de plus grand. Cette autre chose, nous ne trouvons plus. Nous ne le trouvons plus collectivement. Donc, en effet, on m'a posé la question plusieurs fois en me disant est-ce que vous pensez que dans ce débat, finalement, avoir la foi, c'est un plus ? Alors, j'entends bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, pas du tout, c'est un débat sur le terrain philosophique. C'est absolument vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour s'opposer à ce texte. Simplement, oui, par honnêteté, je le dis, c'est évidemment plus facile. C'est évidemment un atout immense, mais sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, d'avoir la foi. C'est évidemment plus facile de traverser la vie, et en particulier les moments de souffrance, et en particulier le moment de la mort, quand on se dit que c'est pas la fin de tout. Je vais être honnête, ça me paraît absolument évident que c'est plus facile. On a déserté complètement ce champ-là aujourd'hui collectivement. Donc oui, et vous disiez, les Français sont massivement pour l'euthanasie. Oui, de manière évidente dans tous les sondages. Simplement, quand on pose la question, encore une fois, de est-ce que vous acceptez qu'on donne le droit à des gens qui veulent, dans un pays où en fait chacun fait ce qu'il veut et que la loi n'est plus que l'acceptation des désirs de tel ou tel qu'on finit par transformer en besoin, puis en droit fondamental, puisque c'est l'évolution assez normale ces derniers temps. On se dit oui, effectivement, moi, à la limite, pour l'instant, je me pose pas la question, et puis on verra demain, et puis je pourrai toujours faire autrement. Et puis la deuxième chose, c'est que si l'euthanasie, et c'est ce que veulent les promoteurs de la loi pour une raison évidente, si l'euthanasie
est le dernier soin, alors pourquoi on serait contre ? Si en effet, il y a un processus de soulagement des souffrances et que le dernier soin, c'est la mort qui, en effet, soulage les souffrances, simplement si on était plus honnête, on dirait qu'elle ne supprime pas les souffrances, mais celui qui souffre. Donc évidemment, par la force des choses, la souffrance s'arrête. Certes, mais cette volonté de continuité biaise complètement le débat aussi. Parce que là, encore une fois, moi, je veux bien être en désaccord, j'ai aucun problème, mais on a un gros problème de manipulation des mots. On l'a vu sur le refus d'appeler ça euthanasie, on a vu sur le refus d'utiliser le mot de suicide assisté, et on le voit aussi sur la volonté de faire un continuum, c'est un mot très à la mode, un continuum entre le soin et le fait de tuer. Je pense que tout le monde, par honnêteté, pourrait reconnaître que ça n'est pas la même chose. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui défendent ce principe-là. En revanche, qui me fassent croire que c'est un soin parmi d'autres et que c'est un acte médical, puisque c'est discuté en ce moment. Je signifie simplement qu'il y a assez peu d'actes médicaux qui sont enregistrés dans le Code de la santé qui nécessitent un changement du Code pénal. Or, c'est ce qui va se passer demain. Si cette loi est actée, il faudra changer le Code pénal, parce que jusqu'à maintenant, ça s'appelait un assassinat. C'était poursuivi en raison du Code pénal. On va devoir changer le Code pénal. C'est bien qu'il y a autre chose. Et par ailleurs, donner une pilule qui va tuer ou faire une injection qui va tuer, pardonnez-moi, c'est pas un progrès de la médecine immense. On n'a pas découvert la Lune avant-hier qui nous permet de faire ça. C'est évidemment quelque chose qu'on savait faire depuis très longtemps. Simplement, jusqu'à maintenant, c'était interdit. On peut parler aussi du fait que ça s'appelle droit à l'aide à mourir, comme si on allait acquérir un droit, quelque chose de très positif. Charlotte Dornelas, on avait prévu de finir vers 9h40. Est-ce que vous pouvez rester avec nous plus longtemps ? Alors, je peux rester avec vous 10 minutes de plus, max. Alors c'est bon, on y va. On voulait parler d'un autre sujet, la christianophobie. Je vous propose de commencer avec ce sonore de Manon Aubry qui a déjà beaucoup tourné, mais on ne va pas bouder le plaisir. Il y a une multiplication des actes islamophobes dans notre pays. De nouveau, la responsabilité d'un gouvernement est d'y apporter des réponses plutôt que d'attiser. Il y a des actes christianophobes contre lesquels on n'a pas beaucoup entendu LFI. Il y a des actes... le père Hamel, est-ce que... Vous avez raison, le père Hamel, on s'en est pris à lui à cause de sa religion et c'est le seul acte à l'encontre d'un croyant catholique depuis la guerre de Vendée. Voilà, donc si Manon Aubry n'a pas entendu parler de ces autres actes christianophobes, c'est peut-être parce qu'elle a un peu de mauvaise foi, mais aussi peut-être parce qu'effectivement, il y a là encore une forme d'omerta dans les médias. Vous essayez de la briser, vous avez même commencé à recenser justement tous ces prêtres qui se faisaient agresser, parfois tuer, ces fidèles qui se rendant à l'église se prenaient des coups ou étaient intimidés. Pourquoi, selon vous, encore une fois, une telle omerta ? On est dans une société qui nous explique à tout va précisément que la violence, c'est quelque chose d'horrible, qu'il y a des conflits partout, que le vivre ensemble, c'est quand même l'idéal à atteindre. Et aujourd'hui, il y a une communauté qui est brimée. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Et là, personne n'en parle, c'est pas les bonnes victimes. Oui, parce que malheureusement, je pense pas que ce soit la violence qui soit poursuivie, parce que ce serait un but assez noble. C'est pas la violence, c'est que la violence est un outil pour avancer un agenda idéologique. On le voit en permanence sur ce sujet comme sur d'autres, encore une fois, c'est qu'avant de dénoncer la violence, on examine bien le profil de la victime, on examine bien le profil de l'agresseur, et ensuite, on dénonce la violence si elle rentre dans les cases. Si elle rentre dans les cases d'un agenda, en effet, de défense des minorités, ou de, surtout, parce que défense des minorités, j'ai pas de problème en soi avec le fait de défendre les gens que les gens ne soient pas attaqués, pour ce qu'ils sont, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, j'ai aucun problème avec ce principe-là. Là, la question, c'est de normaliser ce qui n'est pas la norme. Alors évidemment, là, encore une fois, tout le monde pousse des cris d'orfraie en disant comment ça, vous jugez que c'est anormal. C'est pas une insulte anormale, c'est-à-dire qu'il y a une norme collective et il y a des choses qui ne rentrent pas dans la norme. C'est pas forcément mauvais. Je le précise, évidemment, c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas la norme collective. Bon, alors quand on veut en permanence changer les normes, et encore une fois qu'elles ne soient plus collectives, mais que chacun édicte ses propres normes, on s'étonne pas derrière que la violence augmente. Parce que si chacun édicte sa norme et que l'autre entre en contradiction, je vois pas comment on vit ensemble, tout assez bêtement. Maintenant, pour revenir plus précisément au sujet des actes, en effet, antichrétiens qui augmentent considérablement ces dernières années, et tout le monde l'a vu. Je reviens à la phrase de Manon Aubry, elle est exceptionnelle à plusieurs titres, franchement, parce que elle est idiote, honnêtement,
au regard de l'histoire, tout simplement. Je parle même pas d'aujourd'hui. On a vu entre-temps, évidemment, alors on pourrait lui citer la Commune, je suis pas sûre que ça lui fasse très plaisir, mais où il y a quand même des prêtres qui, depuis, ont même été béatifiés. Elle peut regarder, il y a des dossiers. Hein. Il y a évidemment des pages de l'histoire. Le petit père Combe, il était assez peu bienveillant, on va dire. Mais simplement, plus récemment, on pourrait lui prendre l'exemple de Nice, parce qu'elle a l'air de reconnaître quand même que le père Hamel, il y a un sujet. Alors peut-être que les 3 paroissiens qui sont morts à Nice, poignardés à 8h du mat en allant dire leur chapelet, peut-être qu'il y a un sujet également, qu'elle pourrait le reconnaître. Et beaucoup plus largement, il y a 2 choses incroyables dans sa phrase. Un, quand même, au sein de LFI, on a quelqu'un qui reconnaît que au sein de la Révolution, il y avait une offensive anticatholique. Je la remercie pour ça. Et si elle pouvait l'enseigner dans sa famille politique, ce serait vraiment une très bonne chose. Et même au-delà de sa famille politique, puisque la cérémonie d'ouverture de JO n'a pas été commandée par la France Insoumise, je rappelle aussi. Et simplement, au-delà de ça, il y a en effet une mauvaise appréhension de la réalité, que pourtant tous les acteurs qui l'observent, que ce soit l'Observatoire du patrimoine religieux, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit évidemment la conférence des évêques de France qui recense la chose sans la rendre publique, ce qui explique aussi probablement une partie de la méconnaissance réelle sur ces sujets, il y a des données objectives de l'augmentation de ce phénomène. Alors, il y a plusieurs choses. Un, il y a une augmentation de la violence des uns contre les autres, de fait, en France. C'est une certitude. Mais il y a une évolution. Et moi, c'est ce qui m'a ce qui a retenu mon attention, on va dire, sur ce sujet. Ça fait vraiment plusieurs années que je traite le sujet, que je vois les profanations de cimetières, le vandalisme dans les églises et la profanation aussi dans les églises. Hein, la loi française ne reconnaissant que le vandalisme, mais il y a évidemment des profanations également, c'est-à-dire des volontés même de sacrilège dans les églises. Et que tous les actes d'enquête qui étaient faits, que ce soit les policiers ou les magistrats, disaient franchement, on a des profils extrêmement variés. Il y a des gens qui se revendiquent satanistes et qui attaquent des églises parce qu'ils attaquent des églises et c'est ce qu'ils veulent faire. Il y a des antifas qui le font pour la même raison. Ils se revendiquent pas satanistes, mais ils veulent que les églises brûlent parce qu'ils veulent détruire l'église et sa présence, évidemment, dans la société. Il y a des fous, parce que quiconque est déjà rentré dans une église voit que c'est en effet un refuge pour des gens relativement déséquilibrés, comme on dit désormais. Et il y a parfois une colère qui s'exprime. Il y a parfois des chrétiens eux-mêmes qui expriment une colère complètement invraisemblable au sein des églises. Bref, il y avait des profils très différents. Et au moment de faire le papier la semaine dernière, il y a beaucoup d'acteurs, mais que ce soit une ancienne députée qui a travaillé sur le sujet, qui est devenue sénatrice depuis, que ce soit le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, que ce soit même des prêtres au sein de l'Église, on dit qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau phénomène qui s'est rajouté à celui-là, c'est la violence islamiste envers les catholiques. C'est-à-dire des agressions de procession, on l'avait vu il y a quelque temps, c'est-à-dire des jeunes musulmans qui rentrent, comme on l'a vu à Avignon, et qui agressent le prêtre en lui expliquant qu'il doit disparaître, c'est-à-dire des gens qui vont voir des catholiques à certains endroits et qui lui disent « ici c'est chez nous », sous-entendu « vous êtes en terre d'islam et vous n'avez rien à faire là ». Et là c'est le président de l'Observatoire du patrimoine religieux qui me dit « on a de plus en plus d'histoires qui remontent, de gens qui rentrent pendant la messe, qui crient Allahu Akbar pendant la messe et qui ressortent ». Alors évidemment, il n'y a pas de violence directe sur les personnes, donc c'est considéré comme un incident, donc ça n'est pas remonté. Simplement, c'est assez angoissant de se dire que ça se rajoute en effet à des actes qui étaient déjà nombreux, mais qui étaient peut-être plus difficiles à lire, en bloc. C'était déjà intolérable, évidemment, mais simplement, c'était pas une agression constituée, on va dire, ou en tout cas lisible, telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, ce sujet devrait évidemment inquiéter. Il n'inquiète personne. Le vrai problème, c'est qu'en effet, on a une conférence des évêques de France, en l'occurrence, qui arrive à faire des communiqués quand il y a des agressions dans les autres cultes. Et ils ont raison, évidemment. N'importe quelle agression dans n'importe quel lieu de culte, n'importe quelle profanation tombe est absolument ignoble. Simplement, ils ont des mots extrêmement clairs quand ça ne les concerne pas. Et dès que ça les concerne, il y a une volonté de minimiser. C'est grave à plusieurs titres. D'abord, c'est très injuste envers les victimes, que la victime soit Dieu lui-même dans son église ou que la victime soit un catholique agressé pour cette raison-là. C'est injuste envers eux. Et surtout, c'est injuste envers la paix qui doit être recherchée par tout responsable politique au sens très large du terme, et ils le sont évidemment par leur charge. Donc il y a un devoir de préservation de la paix et de la justice, que la minimisation des faits ou la volonté, le déni devant ce qui arrive,
c'est évidemment pas une manière de poursuivre ni la paix ni la justice. Je ne demande pas des réactions absolument disproportionnées. Certains répondent oui, on ne va pas répondre à la violence par la violence. Mais dénoncer des actes tels qu'ils sont, c'est pas une violence. C'est évidemment la base élémentaire de la justice qui est due d'abord aux actes eux-mêmes. Et par ailleurs, je ne pense pas avoir besoin de rappeler que condamner un acte n'est pas condamner la personne. Et les actes, en l'occurrence, sont absolument condamnables et je ne vois pas bien l'intérêt de leur trouver des raisons un peu de finalement les excuser. Bon, tout ça mis ensemble, en effet, Manon Aubry est évidemment pleine de mauvaise foi parce qu'il lui suffirait de 4 minutes 30 de travail pour savoir que non, malheureusement, depuis les guerres de Vendée, il y a eu quelques actes de détestation pure envers les chrétiens, qu'ils sont même quotidiens en réalité. Il y en a peu qui sont remontés, parce que ça va avec cette pudeur de l'Église. Mais il y en a peu qui sont remontés, mais déjà avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, elle pourrait le savoir. Donc même avec ceux qui remontent, elle pourrait savoir que si, bien sûr, que les chrétiens sont aujourd'hui visés en France. Et ils ont une particularité, les chrétiens également, et je reprends l'exemple de la cérémonie d'ouverture, c'est que les attaques envers eux sont également institutionnelles. Et c'est bien les seuls. Sur cette islamophobie et cette christianophobie, vous nous parlez de gens qui rentrent dans une église et qui crient Allahu Akbar, c'est une prière bien sûr, comme chacun sait. Vous nous parlez de processions attaquées, vous nous parlez de prêtres souffletés. Quand on parle d'islamophobie, on a l'impression qu'il suffit d'un mauvais regard ou d'un voile ou d'une insulte faite à un musulman et c'est classé en tant qu'islamophobie. C'est-à-dire que ceux qui font les statistiques, eux, pour le coup, établissent un continuum depuis ce qui n'existe pas en France, je brûle une mosquée ou j'assassine un musulman parce qu'il est musulman, jusqu'à je me jette un mauvais regard. Tout ça, c'est de l'islamophobie. Alors que pour la christianophobie, effectivement, quelqu'un qui rentre dans une église et qui beugle Allahu Akbar, ce n'est pas du tout considéré comme christianophobe. Il y a aussi l'enquête telle qu'elle est menée. Absolument. C'est tout le débat qu'il y a autour du terme même d'islamophobie, d'ailleurs. C'est qu'en effet, il y a à la fois déjà le mauvais regard ou l'insulte qui est considérée comme le meurtre. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Il y a un continuum, encore une fois, de violence qui est considéré comme islamophobe, mais ça va beaucoup plus loin que ça même. Vous pouvez, discuter d'un principe, par exemple, de la religion musulmane sans aucune insulte, juste avec une volonté de discerner par son intelligence, d'avoir une discussion avec la personne, c'est déjà considéré comme islamophobe parce que la personne qui est en face de vous refuse que cette discussion existe. On le voit dans les pays, d'ailleurs, le Pakistan, pour ne pas le nommer, où le délit de blasphème commence au moment où vous avez cité le nom de Mahomet alors que vous n'étiez pas un de ses affidés. Des gens sont poursuivis parce qu'elle a prononcé le nom de Mahomet alors que c'est une chrétienne. Donc, vous voyez, en effet, l'islamophobie commence très tôt et il faut mieux se méfier. Donc, en effet, il y a un continuum qui regroupe des choses qui sont absolument incomparables. Et alors, si les chrétiens en France devaient comptabiliser dans les agressions qui leur sont faites les propos intelligents et paisibles de critique de la religion, mais ils sont de plus en plus rares, mais tous les propos de moquerie, et encore une fois, je le dis, de moquerie institutionnelle, et ils sont les seuls à la subir. Alors évidemment, parce qu'ils sont les seuls à y répondre d'abord par la prière, pour les personnes qui les moquent. C'est vrai que c'est assez original, c'est tout à notre honneur. Je vais arrêter de dire à leur honneur, parce que je me considère dedans, mais simplement, voilà, la réaction n'est pas la même. L'histoire parce qu'il y en a aussi qui nous disent c'est normal, il y a plus d'actes, forcément, il y a plus d'églises, il y a plus de chrétiens. Bon, d'accord, donc en fait, il y a peut-être une histoire particulière entre la France et le catholicisme, et il va falloir reconnaître l'un. Parce je pense que le lien entre tous les sujets dont nous avons parlé ce matin, c'est qu'il y a une chose sur laquelle on s'assoit définitivement, c'est le principe de non-contradiction. Or, je préviens quand même, ça fait des siècles et des siècles qu'on sait que refuser le principe de non-contradiction rend fou. Notre intelligence n'est pas faite pour gérer la contradiction en permanence. Donc, ça explique peut-être aussi le fait qu'il y ait deux vérités contradictoires dont on affirme en même temps qu'elles sont toutes les deux vraies. Toutes les deux vraies, exactement. Vous avez parfaitement complété. Donc, c'est grâce à vous, Charlotte. Oui, bien sûr. Mais donc en effet, il y a à la fois une dénonciation de l'islamophobie qui est parfois extrêmement abusive. Et le dernier acte qui a provoqué, on va dire, cette accusation d'islamophobie, voire d'islamophobie d'État du côté de la France insoumise, c'est le meurtre de ce jeune homme dans une mosquée qui était en train de prier et qui s'est fait assassiner. On voit le profil de l'homme qui l'a tué, qui voulait tuer.
simplement, qui voulait devenir tueur en série. Hein. C'est sûr que là, on a un déséquilibre assez fondamental, j'ai aucun problème avec ça. Et qui, par ailleurs, dans sa vidéo, explique ton Allah de merde, donc qui insulte en effet le Dieu qui est en train de prier cet homme. Bon, tout ça mis ensemble, la France insoumise a provoqué immédiatement des manifestations en disant c'est absolument sûr, c'est islamophobe. La justice a retenu l'attaque en fonction de la religion dans le doute, le procureur expliquant par ailleurs qu'on a affaire à quelqu'un qui est absolument déséquilibré mentalement, psychiquement, ce qui devient l'explication de toutes les autres violences. On n'a que du déséquilibre et le reste n'existe pas. Alors j'appelle la France insoumise, puisque ça les a intéressés de voir l'univers dans lequel ce déséquilibre s'exprimait. Moi, je sais pas, je connaissais pas cet homme, je connaissais pas ses motivations. Le détail, on va attendre de voir, mais je les invite à le faire tout le temps. C'est-à-dire que, bien sûr, pour aller tuer des inconnus dans une gare, dans une église un matin, dans une école, bien sûr qu'il faut un déséquilibre. Maintenant, ce déséquilibre vit, grandit dans quel univers culturel ? Quel est le ressort ? C'est-à-dire qu'au moment où la personne veut tuer, la personne déséquilibrée veut tuer, quelle va être la cible privilégiée ? Ils ont été capables de le faire, et jusqu'à preuve du contraire, et en tout cas selon les mots du procureur, de manière extrêmement abusive avec l'affaire de cette mosquée, puissent-ils le faire de manière, je demande juste de manière juste, pour tout le reste, et ils verront que malheureusement, il y a beaucoup de déséquilibres qui se développent dans une haine pure de la France, et parfois, en effet, dans une haine pure des catholiques en France. Mais justement, est-ce que rapidement, ces gens-là, parce que je crois que Charlotte Dornelas doit s'envoler. est-ce que ces gens-là attaquent, selon vous, le christianisme, les chrétiens et cette foi qui serait donc pour un islamiste une sorte d'hérésie ou autre, ou est-ce qu'ils attaquent un symbole de la France ? Parce que c'est deux choses très différentes finalement. Oui, bien sûr. Les deux, enfin, on constate les deux. Mais là, dans le nouveau phénomène, on va dire, oui, c'est l'hérésie qu'ils attaquent. Enfin, l'hérésie par rapport à eux, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas eux n'est pas vrai, mais en fait, c'est vrai sur tous les terrains. On le voit, comment dire, l'impulsion islamiste, c'est tout simplement de rejeter tout ce qui n'est pas leur lecture du monde, hein, au-delà de la question de la lecture de l'islam. Moi, je ne suis pas islamologue, c'est pas mon métier, mais au-delà de la question de est-ce qu'ils ont la bonne lecture ou pas du Coran, des hadiths et de je sais pas quoi, c'est la lecture du monde tout simplement, de la manière d'être au monde, la question anthropologique, la question du lien entre les hommes et les femmes évidemment, mais cette question de l'harmonie dans l'humanité, et dans l'humanité par rapport au monde et dans l'humanité par rapport à Dieu, cette lecture-là, quiconque la rejette doit être tué. Donc évidemment, ça marche forcément pour les catholiques, et ça fonctionne évidemment également vis-à-vis de la France. Et là, encore une fois, je suis désolée pour nos amis de la France insoumise et assimilés, mais il se trouve que la France et le catholicisme sont un petit peu liés, en tout cas dans la tête de leurs ennemis, ça c'est sûr. On vous libère sur ces bonnes paroles, Charlotte Dornelas. On va continuer jusqu'à 56 avec l'équipe. Il faut combler le temps sur demande de Franck. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais Charlotte Dornelas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir poursuivi un peu au-delà du temps qui était initialement prévu. C'était passionnant. Chers auditeurs, cet entretien sera à retrouver dans l'après-midi sur YouTube. N'hésitez pas à le partager. Charlotte Dornelas, merci pour votre combat en tant que journaliste, parce que c'est un combat aujourd'hui de porter la parole que vous avez choisi de porter. Donc merci pour ça et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, bonne journée.